Mon ex-associé, il s'est barré avec la caisse dès que le projet a commencé à bien fonctionner. On a fait le grand gymnase et là, il est parti avec l'argent. Faire du théâtre, ça a été un combat parce que mes parents, pour eux, c'était pas un métier. Mais moi, je me suis jamais considérée comme femme humoriste. Je suis humoriste, stop. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas encore avoir atteint ce que je devrais. Tu vois, je suis pas encore complètement à ma place. Toutes les fois où ils m'ont réinvité spontanément, c'est quand il y avait des attentats ou quand il y avait quelque chose en rapport avec la communauté musulmane. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Voix 2. Et aujourd'hui, je suis accompagnée pour le retour, parce que oui, on a dû faire une petite pause, mais vous me connaissez, on part pour mieux revenir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Samia Orozman. Comment est-ce que tu vas ? Ça va toujours. Heureuse ? Je suis bien. C'est l'essentiel. On va commencer par le début. J'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Moi, c'est ce que j'aime bien faire dans mes podcasts. J'aime bien commencer par l'introduction, on va dire. On va t'introduire en parlant un petit peu de ton parcours. Et j'aimerais que tu me dises en quelques mots vraiment l'essentiel qu'on a à savoir de toi. Alors, je fais de la scène depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ok. J'ai commencé au collège, après j'en ai fait au lycée, après j'en ai fait à la fac, après j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris, avec les Edgar, les Mathilde, les... un autre monde. Pourquoi Edgar, Mathilde ? Parce que moi je venais du fin fond du 9-3, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, Ok. et donc se retrouver dans le premier arrondissement de Paris avec des enfants de familles un peu plus aisées, je t'avoue que c'était quand même un peu le choc des cultures. Bien tu sûr. vois. Et puis les profs très clichés comme dans le sketch de Gad Elmaleh qui dit servez-vous de votre culture, servez-vous de tout ça, de vos origines. Tu envie de dire de quoi tu me parles, je suis née ici, j'ai grandi là en fait. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était deux mondes. Et puis il a fallu passer une audition pour être accepté au conservatoire et ça a été pour moi comme une fierté. En fait, c'était un second tour où il leur manquait 4 élèves et on était 21 à passer l'audition. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, mais ils vont jamais me choisir. J'étais la seule maghrébine, en fait. Alors, comment est-ce que s'est passée cette audition ? Ça s'est très bien passé. J'ai joué à Antigone. Et Antigone, elle est très en colère contre son oncle Créon qui, lui, est obligé de faire certaines choses par son pouvoir parce que c'était le roi et elle, non. Et donc, elle lui explique qu'elle n'a pas choisi d'être au pouvoir et qu'elle fait ce qu'elle veut. Et comme j'étais une révoltée à l'époque, ça s'est bien passé et ils m'ont acceptée. Et quand ils m'ont appelée pour me l'annoncer, j'étais au lycée à Clichy-sous-Bois, j'ai hurlé comme une dingue en me disant, comme si j'avais gagné au loto en fait. Ouais. Et pour moi, c'était voilà, mademoiselle Lamonsouvre, voilà, c'est le conservatoire de théâtre, vous êtes admise. J'ai crié comme une dingue. Et pour moi, c'était comme une mini-réussite d'avoir été acceptée dans un lieu où on ne m'attendait pas forcément. Est-ce que c'était une évidence pour toi ou est-ce que tu te dis que ça t'est tombé dessus ? La scène, Ouais. depuis la première fois où je suis montée sur scène, c'était une évidence. Mais il a fallu que je monte une première fois sur scène. Avant, je ne savais pas en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Je me suis sentie exister pour la première fois de ma vie. Oh, waouh. En fait, les gens me regardaient, m'apportaient de la considération. J'ai réussi à faire pleurer mes camarades parce que j'ai joué quelque chose de dramatique. Et j'avais 12 ans seulement. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait, je suis faite pour ça. Je t'ai dit, elle est là, ma place, en fait. Ouais. Et après, j'ai tout fait pour qu'un jour ça puisse fonctionner et que ce soit vraiment ma place. Mais encore aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas encore avoir atteint ce que je devrais. Tu vois, je ne suis pas encore complètement à ma place. Il y a encore des gens à convaincre, il y a encore des gens qui te mettent dans des cases, surtout ici, par exemple, où on t'identifie visuellement, ce que tu es censé représenter, on t'a tout de suite catalogué. Et en fait, je sais qu'ailleurs, à travers le monde, ma place, je l'ai prise, mais en France, c'est compliqué. Et à quel moment est-ce que tu vas te dire, ok, bah, c'est bon, j'ai trouvé ma place et j'ai plus rien à prouver ? Quand on arrêtera de m'inviter dans les médias, juste quand il y a des attentats, pour dire que je suis une musulmane gentille et de rééquilibrer la balance avec les salopards. Ok, ça t'est arrivé souvent ? En fait, la première exposition médiatique que j'ai eue, c'est juste après les attentats de Charlie Hebdo. J'avais fait une petite vidéo où je jouais le rôle d'une maman maghrébine, avec un petit accent à couper au couteau, qui disait, c'est un message pour tous les islamistes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes, qui commettent des méfaits en notre nom. Vous êtes gentils, maintenant on est fatigués, d'accord, donc merci de choisir une autre religion. Et cette vidéo, elle a beaucoup buzzé parce que les gens étaient persuadés que c'était une vraie maman qui en avait marre et qui se plaignait. Et après, ils ont fini par comprendre que c'était une comédienne derrière ça. Elle a fait genre 1 million de vues, tout le monde l'a partagée. Et après, on m'a invitée sur tous les médias. Et donc, j'étais un peu cette voix, des sans-voix, qui disait, mais écoutez, on est fatigués d'être catalogués pour des personnes qui font n'importe quoi. Ne nous mettez pas tous dans le même sac. La France, elle a besoin, en fait, d'entretenir ses stéréotypes et ses clichés. Et donc, toutes les fois où ils m'ont réinvité spontanément, c'est quand il y avait des attentats ou quand il y avait quelque chose en rapport avec la communauté musulmane.
Sauf que je suis pas un foulard sur pattes, je suis pas juste musulmane, je suis comédienne. J'ai une palette de personnages, j'ai tout un tas de choses que j'essaie d'apporter. Et d'être enfermée dans ça, c'est épuisant. Quand je vais jouer ailleurs, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique subsaharienne, ben, jamais on parle ni de ma religion, ni de mon foulard, ni de tout ça, quoi. On écoute ce que j'ai à raconter, on rit de mes blagues, et à aucun moment on est obligé de me mettre dans une case. C'est ça. Mais justement, tu es connue pour briser certains clichés et aborder des sujets parfois sensibles dans tes spectacles. Aujourd'hui, quel a été le déclic justement pour te lancer dans cet univers? Est-ce que ça a commencé de là? Est-ce que ça a commencé de cette vidéo? Ou est-ce que il y a eu... Ah non, j'ai ça a toujours été comme commencé... ça. C'est ma personnalité, Ok. en fait. Je trouve ça tellement triste qu'on enferme les gens dans des cases ou qu'on soit rempli d'a priori, de clichés, de stéréotypes. Et donc, moi, j'ai toujours été dans ça. Mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit... Est-ce que ça a commencé quand tu étais adolescente, par exemple? Ou est-ce que quand tu as commencé à avoir ta vie d'adulte? Peut-être, parce que j'étais déjà révoltée. Par exemple, j'avais choisi un homme dont mes parents ne voulaient pas. Mon mari, il est martiniquais. Et moi, mes parents, ils voulaient un Tunisien de Djerba, si possible, de la famille. Okay. Essaye d'imaginer. Je dis comme ça, on fait des enfants consanguins, c'est très bien, on reste entre nous, tu vois, comme si ça suffisait pas. J'ai dit, moi, mes parents, ils étaient cousins germains, regardez le résultat. Je voulais pas entretenir ça sur les prochaines générations, tu vois. Et en fait, déjà ça a été un combat. Et faire du théâtre, ça a été un combat, parce que mes parents, pour eux, c'était pas un métier. Donc je faisais du théâtre en cachette. Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, mais... Envers et contre tout. Voilà. Quand on disait non, on fermait la porte, je passais par la fenêtre. Et donc... t'étais une vraie petite rebelle, en fait. Je l'ai toujours été. Et je pense que c'est ancré à l'intérieur de moi. Je me dis, personne n'a à décider à ma place ce que moi, je dois faire. Bien sûr. Et donc voilà. Tu vois, même dans mes relations amicales, des fois, j'ai des amis qui ne comprennent pas mon fonctionnement. Parce que j'avais rencontré une copine qui me conseillait sur certaines choses. Elle prenait le temps, elle parlait avec moi, puis elle me conseillait. Et pour elle, j'allais suivre son conseil parce qu'elle m'avait convaincue. Mais elle voyait qu'après, j'allais demander à d'autres personnes. Et elle me dit, mais attends, pourquoi tu me demandes alors si tu ne m'écoutes pas? Je dis, mais parce que c'est pas juste ta voix que j'ai envie d'entendre. J'écoute plusieurs avis, plusieurs personnes, et ensuite je me fais mon propre avis. Et c'est moi qui décide. Donc oui, je t'ai demandé de l'aide, parce que ta vision des choses, elle va me permettre de m'éclairer, mais c'est pas toi qui va décider ma vie ou qui va m'influencer. C'est mon choix. Mais c'est incroyable parce que dans ton discours, j'entends cette femme rebelle qui a envie de pas se laisser faire et qui essaie de faire entendre ses idées et ce qu'elle veut, mais malgré tout, il y a quand même une réticence dans le sens où tu es libre sans trop l'être. En fait, je suis libre, mais je me dis que j'ai pas la science infuse et qu'il y a certaines choses que je peux ne pas maîtriser. Donc si dans une problématique, je pose la question à plusieurs personnes, c'est pour avoir tous les angles que peut-être moi, je n'ai pas vus parce que j'ai la tête dans le guidon. Mes amies, elles sont là pour me donner la distance que moi, je n'ai pas. Donc en fait, c'est plutôt pour moi faire preuve de sagesse que de prendre le temps de bien réfléchir avant d'accomplir une action ou de faire un choix. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne perçois pas. Ton humour qui est souvent engagé, du coup, parce que dans tes spectacles, tu abordes plein de sujets différents, on va revenir là-dessus. Mais si tu devais choisir une cause, je sais que tu m'as parlé juste avant de la religion et de cet aspect un peu étouffant de tout le temps t'assimiler à ta religion et qu'on te voit comme seulement, exactement, comme tu l'as décrit. Si tu devais choisir un seul message que tu pourrais transmettre et qui te tient particulièrement à cœur, à part celui-là. Moi, au-delà de tout, je pense qu'il faut juste accepter de vivre avec les autres et prendre le temps de connaître l'autre pour mieux se connaître soi-même et pour mieux vivre en harmonie. En fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas sans se connaître parce qu'ils ne se sont pas fréquentés, qu'ils n'ont pas pris le temps. Et si on a cette chance de vivre dans un monde où il y a différentes cultures, il y a différentes religions, il y a différentes manières de vivre, il y a différentes traditions, c'est quelque chose qui nous enrichit en réalité. Et je trouve ça tellement dommage, les gens qui sont fermés et qui ne veulent pas accepter la différence. C'est juste ça. Ce serait peut-être un combat contre la différence, et quelle qu'elle soit. Pas juste ethnique ou d'appartenance. Il y a aussi la différence face à une personne qui porte un handicap. Je veux dire, peut-être que ce serait un message d'inclusion, finalement. Et tu penses que finalement, ce message passe ? Bien, j'ai l'impression que oui, parce que les gens disent qu'à travers mon spectacle, ils ont l'impression d'avoir voyagé et que ça leur a donné envie d'aller découvrir d'autres cultures. Par exemple, le troisième spectacle que je suis en train de roder, je parle de mes voyages au Rwanda ou au Congo ou en Côte d'Ivoire, et puis les gens me disent « mais tu nous as envie d'aller découvrir ces pays-là » parce que ta manière d'en parler, elle pousse à la curiosité finalement. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Je voulais savoir comment est-ce que tu t'inspires et
pour choisir ces thèmes que tu abordes dans ton spectacle. Du coup, est-ce que c'est dû à tes voyages? Est-ce que c'est dû à ta relation? C'est la vie, en fait. Ok. Moi, c'est la vie qui m'inspire. Tout ce dont je parle dans les spectacles que j'ai écrits... C'est quelque chose que tu vis. Voilà, c'est les histoires que j'ai pu vivre et que j'ai envie de retransmettre. Quelque chose qui, moi, m'a fait rire, quelque chose qui m'a touché, quelque chose qui m'a fait vibrer. Moi, j'ai envie de le transmettre aux gens que je rencontre. Et donc, le premier spectacle, je racontais l'histoire d'une maman dans le bus qui avait malmené un vieux monsieur. Et ça, c'est une histoire que ma meilleure amie m'avait racontée. Je l'avais trouvée tellement drôle que, du coup, j'ai eu envie de la raconter aussi. Tout ce qui, moi, me fait rire, tout ce qui me touche, c'est par souci de transmission et de partage, en réalité. C'est juste ça. Et quelles sont tes inspirations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce métier ou est-ce que vraiment tu t'es dit... J'aimais beaucoup Eli Kakou, paix à son âme. Peut-être parce qu'il est tunisien comme moi et que du coup, quand il jouait là... Tu te retrouvais en lui? Ouais, quand il joue Madame Sarfati, tout ça, ça me parle. Et puis, on a grandi aussi avec les sketchs de Gad Elmaleh. La vie normale, le premier spectacle qu'il a fait, ça nous parlait beaucoup parce que, enfin, on avait quelqu'un qui avait un peu les mêmes références que nous. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'humoristes maghrébins en France. On a eu Smaïn, qui était le premier de la génération, qui a impacté aussi beaucoup. Et donc, c'est vrai que tous ces artistes-là, c'est ce qui a éveillé en nous le fait de se dire, si lui il l'a fait, peut-être que moi aussi je peux. Même si je suis dans un pays où je n'ai pas forcément la bonne couleur, lui, il a réussi quand même. Donc peut-être que moi aussi, je pourrais finalement me faire une place. Et comment est-ce que tu travailles l'écriture de tes sketchs? Est-ce que tu as une routine ou des... Non, je suis une escroquerie, en fait. J'écris pas. En fait, je note juste les thèmes de mes histoires parce que je les connais par cœur vu que ça m'est arrivé. Et puis, je les raconte plein de fois. Et moi, je suis un peu une griotte, tu sais, ces conteurs dans les villages qui racontent des histoires. Donc, j'ai été nounou pendant 10 ans. J'ai raconté des histoires aux enfants. Maintenant, je raconte des histoires aux grands-enfants, tu vois. Et en fait, j'aime raconter des histoires. J'aime transmettre, j'aime jouer des personnages. Et ça s'inscrit dans le temps. En fait, à force de le jouer, ça finit par s'inscrire. J'ai toujours une petite feuille comme ça pour tricher, tu vois, avec l'ordre des histoires. Mais les histoires, je les connais puisque je les ai vécues. Est-ce que, en tant que femme et humoriste, tu as déjà rencontré des obstacles dans l'univers de l'humour, dans ton métier? Est-ce que tu t'es déjà mangé une porte en pleine face? Sincèrement, on me pose souvent la question. Mais moi, je me suis jamais considérée comme femme humoriste. Je suis humoriste, stop. Pour moi, il n'y a pas de t'es femme ou t'es homme. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ouais, on m'a pas pris parce que j'étais une fille. Regarde, il n'y a pas assez de filles sur les plateaux, etc. » Je respecte ça. Et peut-être qu'elles ont raison. Mais moi, je me suis jamais visualisée comme ça. Pourquoi est-ce que moi, je te pose cette question-là? Sincèrement, c'est dans le but où, on va pas se mentir, l'humour, à une certaine époque, elle était totalement dédiée à la jante masculine. On avait plus d'hommes sur scène. Mais tu sais pourquoi moi je pense que c'est pas parce que on n'a pas laissé la place aux femmes. Je pense aussi que les femmes elles-mêmes ne se sont pas donné cette chance. Ok. Tu sais, nous, on se met des barrières. On a ce qu'on appelle le sentiment d'imposture. On se pose 1 milliard de questions avant de faire quelque chose. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le talent? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que les garçons, tu crois qu'ils se posent des questions? Aucune question. Ils ont tellement confiance en eux, ou ils ont tellement pas de réflexion finalement derrière. Je ne sais pas. Parce que voilà, non, mais après, on peut pas se mentir. À une certaine époque, les portes n'étaient pas forcément ouvertes non plus. Je sais pas si c'est une question de ça. C'est-à-dire que... Parce que pour moi, si t'es drôle, tu vas buzzer. On pourra rien faire contre toi. T'es drôle, tu travailles, tu mets en avant ce que tu fais, les gens vont aimer, ils vont te suivre. Les salles sont remplies à 3/4 par des femmes. Les spectateurs, c'est des femmes. Et c'est elles qui traînent leur chérie de force pour aller voir des spectacles. Donc si tu es une femme et que tu es drôle, tu arriveras à faire ta place. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ça t'est jamais arrivé? Quoi? Qu'on te dise, non, désolé... Parce que je suis une fille. Tu fais... Non, pas forcément parce que tu es une femme. Moi, je parle vraiment de l'aspect en général, parce que voilà, tout simplement, est-ce que toi, en tant qu'humoriste, t'as pas été acceptée? Au début, quand j'ai commencé à prospecter pour aller jouer sur des plateaux, la première personne que je suis allée voir, c'est une dame qui a animé un plateau d'humour dans une cave. Comme tout le monde en ce moment, tu vois. Et puis elle me dit, oui, faut que tu m'envoies une vidéo, faut que je vois ton parcours, faut que je sache ce que tu as fait exactement. Faut que... On voulait tout CV, quoi. Je veux dire, tout ça pour jouer dans une cave, t'es sérieuse, madame? En fait, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin. Et donc, j'ai organisé mon propre plateau d'humour. Et j'ai dit, comme ça, je demande à personne. Et en fait, c'est les difficultés qu'on a voulu me mettre et ce côté un peu condescendant qui m'ont rebuté. Ouais. Mais à aucun moment, on m'a dit, non, tu ne joues pas ici ou on veut pas de toi. Ou... Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui aimerait se lancer
sur les rampes, sur le théâtre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Que les seules barrières qu'on a, c'est celles qui sont dans nos têtes. Et qu'en fait, il faut les enlever. C'est juste ça. On s'empêche souvent de réussir parce qu'on ne se croit pas à la hauteur, on ne se croit pas assez doué, et donc on se freine toute seule. Donc il faut arrêter il faut arrêter de se dévaluer. Et il faut croire en soi. Si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, il n'y a rien qui peut vous en empêcher. T'as créé un plateau d'humour? Oui, j'ai organisé un plateau d'humour. Depuis quand? Le premier que j'avais fait, il s'appelait Oriental Comic. Ok. Et l'objectif, c'était de faire venir des comédiens qui viennent faire rire sans vulgarité et sans insultes pour que les familles puissent venir au théâtre. C'était créer une alternative, en fait, pour tous les gens qui ont envie de sortir, mais qui n'ont pas envie de se retrouver face à des artistes qui vont parler de choses vulgaires parce qu'ils ont leurs enfants avec eux. Et puis, mon ex-associé, il s'est barré avec la caisse dès que le projet a commencé à bien fonctionner. On a fait le grand gymnase. Et là, il est parti avec l'argent. Et après, j'ai remonté un autre truc que j'ai appelé Samia et les 40 comiques parce que le voleur, il est parti. Donc j'ai appelé ça Samia et les 40 comiques. Et les gens comprenaient pas pourquoi ça s'appelait Samia et les 40 comiques. Ils disaient, mais il n'y a pas 40. Je dis, t'inquiète, moi, je sais pourquoi. Ah non, moi, je suis comme ça. Et donc, il y a des clins d'œil un peu partout. Je l'ai retrouvée, celle-là, mais bien joué, bonjour, bien joué. Et donc, à chaque fois, je présentais des artistes différents. Et j'ai eu des gens qui maintenant sont très, très célèbres, qui ont joué sur mes plateaux, genre Baptiste Le Caplin, Kian Kojandi, Malik Bentala, Kairon. Il y avait Charlotte Gabris, qui maintenant est comédienne dans le cinéma. J'ai eu plein de gens qui ont joué sur mes plateaux et qui maintenant ont fait leur place, tu vois. Donc, c'était chouette. C'était une belle expérience. Ah, celle-là, je vais la retenir, crois-moi. Mais tu sais, très drôle. Moi, je suis pleine de petits clins d'œil comme ça, un petit peu malicieux. Tu vois, je crois que c'est mon tempérament. C'est un talent, tu sais. Je sais pas, mais j'aime bien mettre les gens parfois mal à l'aise. Tu vois, par exemple, on m'avait invité à la télévision sur Canal+, j'étais passée chez Ardisson après les attentats. Tu vois ce que je t'ai raconté. Et à un moment, ils avaient ramené un monsieur qui s'appelait Godefroy, je sais plus son prénom, et c'était le bras droit de Brice Hortefeux. Et c'est des gens qui sont considérés pour ne pas trop aimer les étrangers, tu vois. Puis on me met à côté de lui. Et Ardisson, il me dit... Comme par hasard. Ouais, et Ardisson, il me dit, bon, donc votre maman, paix à son âme, vous disait qu'elle préférait que vous vous mariez avec quelqu'un de chez vous. J'ai dit oui, parce que maman, paix à son âme, elle a toujours dit, si un jour la France, elle veut plus de toi, et là je le regarde, j'ai fait, n'est-ce pas, où est-ce que tu vas aller? Et du coup, ils ont récupéré ce passage-là et ils l'ont posté sur Twitter en disant le clin d'œil de Samia Heureusman à Godefroy, machin. Et en fait, j'aime être un peu dans la provoque. Tu vois, je sais pas, je pense qu'on peut taquiner les gens comme ça. Mais ça t'a jamais porté défaut? Je sais pas. Comme c'est fait spontanément et avec de la bienveillance, je pense que les gens, ils sont juste déconcertés. Et en fait, quand ça arrive. Quand tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que tu t'attends aussi. Si on venait à te contre-attaquer, je pense que tu sais aussi j'ai la répondre. répartie. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai aucun problème à répondre. Tu vois, j'ai vraiment de la répartie. Et ça fait partie de... C'est quelque chose qu'on a depuis tout petit, parce que mon père était comme ça, paix à son âme. Tu vois, il faisait tout le temps des blagues. Tu sais comment on est... Les Tunisiens, on est très taquins, en fait. Ouais. On a ça dans le sang. On a la harissa. C'est ça. Mais on a ça dans le sang. Dans le sang, ouais. Tu vois. Et donc, la répartie, elle sort toute seule. Et donc... je m'inquiète pas, je sais comment me défendre. Tu vois, moi, je pars jamais en impro avec le public, par exemple. Sauf si quelqu'un me dérange pendant que je joue. Là, si tu me déranges... Ça t'est déjà arrivé? Plein de fois. Alors? Je les mets à l'amende. Je les taquine, je les chambre sur des... En fait, je pars en impro sur un petit truc qu'ils ont, tu vois. Et du coup, les gens sont morts de rire. Et ils aiment ça. Mais c'est quelque chose que je fais que quand j'ai pas le choix. D'accord. Parce que moi, j'ai mon texte qui est déjà écrit. Et je suis venue pour te raconter une histoire. Je suis pas venue pour taquiner les gens dans le public. Mais si on me laisse pas faire mon travail, je suis obligée de le faire. Après, il y a d'autres personnes qui ciblent leur spectacle sur l'impro. Et chacun a sa façon de jouer. Mais moi, c'est pas ça du tout. Mon délire, c'est pas d'aller chambrer les gens. Je le fais si vraiment j'ai pas le choix. Si tu m'empêches de travailler, si je peux pas continuer. Parce que les gens, ils ont payé leur place. Et toi, tu viens et puis tu bouges, ou tu parles, ou tu discutes, tu grignotes fort, ou tu fais quelque chose qui, moi, m'empêche de faire mon travail. Je vais être obligée de te foutre. Il faut assumer derrière. Ah, là, c'est comme ça. Je sais que tu joues beaucoup sur l'autodérision et l'humour interculturel. Et je voulais savoir comment est-ce que le public réagit à ce type d'humour. Ils aiment l'autodérision, parce que si tu ris de toi-même, tu peux rire des autres aussi. Donc, il faut d'abord commencer par soi. Et puis, l'interculturalité, c'est parce que j'ai pris le temps de connaître les gens, de bien les observer et de les imiter au mieux. Et donc, c'est ça qui passe. Parce que moi, je me souviens avoir lu des commentaires genre pourquoi quand c'est Michel Leb qui fait les accents, on dit que c'est raciste, et quand c'est elle, les gens rigolent. Est-ce que c'est parce qu'elle est maghrébine? Non, en fait, rien à voir.
C'est juste parce que moi, je ne singe pas les gens. Je dis pas, mais qu'est-ce qu'il y a, doudou? Non. J'ai essayé de m'intéresser aux cultures des gens. Quand je vais te faire la maman malienne, tu fermes les yeux, tu as l'impression que la maman malienne, elle est en face de toi. Et en fait, c'est ça qui les impressionne, que je maîtrise quelques mots de leur langue, que j'ai pris le temps de connaître leur culture, que j'ai goûté à leur cuisine, que je connais les traits de caractère qui sont censés les représenter chacun, les clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et donc, je pense qu'au contraire, les gens le prennent bien parce que c'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec de l'amour et avec de... Comment dire ? Avec de la délicatesse, peut-être. Ça t'est déjà arrivé qu'on le prenne mal ? Une seule fois. Ok. Une seule fois sur scène. Mais en fait, c'est parce que les gens n'étaient pas concernés. J'ai joué dans une salle où il n'y avait que des Tunisiens. Okay. Et dans le fond de la salle, il y avait des Tunisiens noirs. Okay. Et donc, quand moi, je parle du Cameroun, du Sénégal et du Mali, tous les Tunisiens se retournent vers ces Tunisiens noirs pour voir est-ce qu'ils vont rire. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Camerounais. Sauf qu'eux, ils n'étaient pas concernés. Donc, ils n'ont pas compris pourquoi tout le monde se retournait pour les regarder. Alors, la maman du groupe, quand elle rentre à la maison, elle me fait un message salé pour me dire oui, c'est pas cool, vous vous moquez de nous, les gens nous regardez, alors que nous, on n'est même pas... Je dis, pardon, madame. En fait, vous êtes fâchée parce que les gens vous ont regardé et que vous n'étiez pas concernée. Si vous aviez été malienne, camerounaise ou ivoirienne, vous auriez ri parce que vous auriez saisi la subtilité de la différence dont je parlais dans mon spectacle. J'ai dit, en fait, vous êtes en colère parce que les gens vous ont regardé et que vous n'étiez pas concerné. Donc si dans la tête des gens, votre couleur et votre origine, elles ne vont pas ensemble, moi, j'y suis pour rien. Faites une plainte au bon Dieu. Moi, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Et j'étais pas concernée, en fait. Le truc, c'est qu'à la fin de chaque spectacle, j'attends les gens jusqu'à la dernière personne. Qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 1000, qu'il y en ait 8000. Je suis à la sortie, j'attends jusqu'à la dernière personne. Et je prends le temps de discuter avec tout le monde. Et pour moi, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait un retour. Si un jour, il y a quelque chose qui peut blesser quelqu'un et qui est dénoncé à juste titre, ben, je vais arranger mon texte pour ne plus jamais blesser les gens. Parce que mon objectif, c'est pas de blesser les gens, c'est de rire tous ensemble. Un exemple, un jour, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais, Samia, j'ai passé un super moment et j'en ai même oublié que j'étais malade jusqu'à ce que tu parles de ma maladie. Je dis, à quel moment je parle de maladie? Elle me dit, oui, à un moment, tu dis qu'il y a une dame qui croyait que... Tu sais, qui t'a dit... ah, t'as toujours pas d'enfant? Ah, Mskina, Inch'Allah, que Dieu t'en donne, que Dieu t'en donne. J'ai dit, la dame, elle avait tellement de la peine, on aurait dit que j'avais un cancer. Elle m'a dit, ben, moi, j'ai un cancer. Et là, je me suis décomposée. Et je me suis dit, mais mince, en fait, parce que dans mon texte, ça sous-entend qu'elle ne survivra pas. Ben, j'ai changé le texte. Okay. Et j'ai dit, wow, on aurait cru que j'allais mourir, comment elle me parlait. Et elle est revenue voir le spectacle. Et à la sortie du spectacle, elle m'a remerciée. Et ça faisait combien de temps que tu faisais ce spectacle? Ouais, ça faisait longtemps, ça faisait 5-6 ans que je le jouais. Et comme quoi, même après 6 ans, ça t'arrive encore de changer ton texte? C'est normal, bien sûr, si ça blesse quelqu'un et que c'est à juste titre. C'est normal que je le modifie. Tu vois, moi, j'y avais pas pensé une seule seconde. Mais alors finalement, on peut pas rire de tout. Si, mais ça dépend de la manière dont tu le fais. Okay. Tu vois, il faut toujours qu'il y ait de la bienveillance. Et là, je te dis, l'objectif, c'était vraiment de le faire avec de la bienveillance. Quand je dis, ouais, on aurait cru que j'avais un cancer, si la personne, elle peut se sentir blessée parce que ça sous-entend qu'elle a aucune chance de survivre, je me dis, bah non, en fait, moi, je suis pas là pour te faire du mal. Bien sûr. Donc, je réajuste, et puis ça m'a rien coûté de dire, oh, on aurait cru que j'allais mourir. Bien sûr, et ça change rien au sens de ce que tu veux Exactement. Transmettre en plus. Donc, en soi, tu as tout à gagner et les personnes que tu as en face sont encore plus contentes, je pense. Tes spectacles et tes projets, tu en avais 2. Tu es en train d'écrire le 3e. Ouais, je suis en train de le redécrire. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouveau spectacle? Bah, c'est les nouveaux pays que j'ai pu découvrir, en fait. J'emmène les gens voyager avec moi. Et je suis partie en mission humanitaire et je raconte ça aussi. Ce que j'ai pu voir quand je suis partie en mission avec Life. Et du coup, ben, les gens sont contents parce qu'en même temps, il y a quelque chose d'humain. Et en même temps, ben, ils ont l'impression de voyager avec moi. On dirait que je les ai emmenés avec moi dans mes bagages pendant 1h30. Est-ce que tu peux nous donner une thématique? Une thématique de mon spectacle? Bah, je t'ai dit, c'est surtout les voyages, en fait. Outre les voyages? Outre les voyages, j'ai parlé aussi un peu de la place que j'aurais aimé avoir et qui finalement n'est pas le cas. Du fait que, par exemple, on m'a valorisé plus au Maroc qu'en Tunisie, alors que je suis d'origine tunisienne. Okay. Et je me suis fait connaître en Belgique avant la France. Et en fait, il y a cette phrase qui dit « Nul les prophètes en son pays » qui prend tout son sens. Parce que tu te rends compte que quand tu veux convaincre les tiens, c'est plus difficile. Tu dois d'abord faire tes preuves à l'étranger. Une fois que tu as fait tes preuves, quand tu reviens, on t'accueille un peu mieux. C'est bizarre quand même. Comment est-ce que tu l'as vécu? Ben, je sais pas, je trouve que il y a un petit côté où c'est injuste quand même, mais en même temps, c'est une fierté de revenir et de se dire, mais regarde de quoi je suis capable.
Là, c'est pareil pour la France. Je veux dire, je discutais la dernière fois avec un humoriste. Et il me dit, Sam, pourquoi tu fais pas une date par semaine ici à Paris? Pourquoi tu es toujours en vadrouille? Je dis, écoute, toi, tu viens de Tunisie. Ton rêve, c'était la France. Et tu es là et tu es content. C'est bien. Je lui dis, mais jouer une fois par semaine à Paris, je l'ai déjà fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Je dis, moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. Je viens d'une famille où j'avais pas le droit de sortir la nuit, j'avais pas le droit de voyager tant que j'étais pas mariée. Je lui dis, là, maintenant que les portes du monde s'ouvrent, tu veux que je reste enfermée à Paris? Tu es malade ou quoi? Elle dit, là, je vis ma best life. Chaque semaine, je suis dans un pays différent. Bien et sûr. Tu veux que je m'enferme ici? J'ai dit, ceux qui sont enfermés là, ils rêvent de faire comme moi. C'est vrai. Il dit, mais toi, tu es malade. Non, mais je te jure que c'est vrai, t'as totalement raison en plus. Ouais. Et du coup, est-ce que tu apportes de la nouveauté ou est-ce qu'on va retrouver une certaine façon de jouer avec laquelle tu jouais déjà? Oui, c'est moi, je reste moi. Okay. Je reste moi, mais la nouveauté, c'est les nouvelles histoires et les nouveaux lieux où je suis allée jouer et que j'ai découvert, tu vois. Par exemple, je parle de l'île Maurice, de Madagascar, tu vois, des endroits où les gens n'ont pas l'habitude d'aller jouer, en fait. Et donc, j'emmène les spectateurs avec moi dans les rencontres que j'ai pu faire, dans les histoires qui me sont arrivées là-bas. Tu vois, en fait, avec ma vision des choses, avec mon regard, il y a un truc qui a de magique et dont je suis sûre que je fais partie des rares, parce que j'ai jamais entendu un autre artiste qui me dise la même chose. Chaque fois que je vais jouer dans un pays, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Hey, il n'y a pas d'hôtel. La prochaine fois, tu viens chez moi. » Et donc, je deviens copine avec les gens qui me suivent et ça devient presque des membres de ma famille. Et c'est comme une grande famille qui ne s'arrête jamais. Et maintenant, quand je vais jouer, par exemple, à Montréal, j'ai un placard avec mes vêtements qui m'attend là-bas. Parce que je me suis fait une copine à Montréal et quand je viens, je suis obligée de dormir chez elle, j'ai pas le droit d'aller ailleurs. Quand je vais à Abidjan, c'est pareil, j'ai un placard avec mes vêtements quelque part où je suis obligée d'aller dormir là-bas. Si je vais ailleurs, je me fais gronder. Et dans presque tous les pays où j'ai joué, c'est comme ça, il y a un placard avec mes vêtements que j'ai semés. Et quand je reviens jouer, j'ai même pas besoin d'emmener une valise parce que mes vêtements sont déjà là. C'est génial. C'est magique. Mais en fait, t'es une enfant du monde, en fait. Tu vis partout. C'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que je te dis, quand l'humoriste, il m'a dit, mais tu restes à Paris. Quoi? Tu es sérieux? Ah, je veux bien te comprendre. Qui ne rêverait pas de faire la même chose? Si on m'avait dit il y a 20 ans que je ferais tout ça, je n'aurais pas cru. Je penserais que c'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Mais parce que je t'ai dit, moi, je viens d'une famille où j'avais pas le droit de sortir la nuit. Tu vois, tu peux pas voyager. Et puis, tu te dis dans ta tête que tu vas finir comme toutes les filles que tu as vues. C'est que tu vas te marier, tu vas finir à faire la popote, à avoir des enfants, et puis à t'occuper de ton mari et de ta maison. Et puis, c'est tout, tu vois. Et donc, pour moi, cette vie d'artiste, à vagabonder à travers le monde, à rencontrer des gens, à découvrir des choses, d'autres cultures et tout, c'était juste un rêve. Et aujourd'hui, même parfois, quand je me pose et que je m'écoute raconter, je dis « Hey, j'ai fait tout ça !» Tu vois, moi-même, je suis encore un peu... Tu te sens fière? Je sais pas si je suis fière. Je suis émerveillée. Tu vois, c'est pas de la fierté. C'est que c'est comme quelque chose de magique que tu finis par atteindre et auquel tu as encore du mal à croire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que chaque fois que quelqu'un m'arrête dans la rue, je suis encore surprise. Pourtant, ça fait, je sais pas, depuis 2016, peut-être que je suis dans l'humour. Et chaque fois, même avant, 2010 même, chaque fois que quelqu'un m'arrête et qui me reconnaît, et ça m'arrive 10-15 fois par jour. C'est vous, la comédienne? Ah, j'aime trop, merci. On peut faire une photo, tout ça. Mais chaque fois, je suis surprise. C'est comme si c'était la première personne que je rencontrais qui me disait ça. Et mes collègues, ils sont blasés. Tu sais, tu les vois en mode, c'est bon, j'ai pas le temps. Il y en a qui disent, non, mais là, je peux pas, j'ai une scène, j'ai un truc à faire. Et moi, non. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je prends le temps, je discute, je fais des sourires. C'est un plaisir. Et les gens me disent, ouais, on voulait pas vous déranger. Mais je suis allée manger avec mon mari au resto hier, et il y a une dame, elle attend qu'il se lève pour venir voir. Elle me dit, pardon, hein, je voulais pas te déranger. Je dis, mais tu me déranges pas. Elle dit, non, mais bon, t'es avec ton mari. Je dis, mais il a l'habitude, ça fait 20 ans qu'il est là, tu sais. Je dis, oui, mais bon, quand même, je t'aime beaucoup, en tout cas, merci. Je dis, mais toi, merci. Je dis, mais comment tu peux me déranger alors que tu viens me dire que tu m'aimes? Tu crois que toi, ça te dérangerait que quelqu'un vienne te voir pour dire je t'aime? Non, ben voilà, c'est pareil. Je peux pas être dérangée par ça. J'ai cherché ça toute ma vie. Et tu sens que, moi je te le dis, les gens t'aiment parce que tu es ce que tu es. Et tu es quelqu'un de solaire, humble. En fait, je pense que c'est ce qui a fait ta réussite et c'est ce qui continuera à faire ta réussite parce que tu n'as jamais trahi qui tu étais. Ne commence pas à avoir les larmes aux yeux parce que je suis une âme très sensible. Tout le monde te le dira, je suis une fragile, donc fais attention. Bienvenue au club. Ouais, mais sincèrement, c'est très sincère et je pense sincèrement que c'est mérité et tant que tu resteras sur cette ligne de conduite-là et tant que tu resteras tel que tu es, les gens ne feront que de t'être fidèles et continueront à t'aimer et tu continueras à te faire reconnaître dans la rue.
jusqu'à maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens où, en vrai, on peut en citer des dizaines, des personnes qui ont commencé il y a très longtemps et aujourd'hui, on en parle moins et on oublie un petit peu qui ils sont et on sait plus ce qu'ils ont fait, etc. au cours de leur vie. Mais pourtant, toi, tu fais partie de ces personnes-là où, quand on prononce ton nom, je vois qui c'est. Je sais qui c'est. Et sincèrement, je fais une petite parenthèse parce que ça me tenait à cœur et parce que tout ce que tu me racontes et ce que tu dis me touche profondément dans le sens où c'est exactement pour ça que je fais ce genre de métier. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast. C'est pour ce genre de personnes-là. Voilà, ne me posez plus la question. Vous avez la réponse pour ce genre de personnes humbles, inspirantes. Et s'il te plaît, je t'en supplie du plus profond de mon cœur, ne change jamais. Je sais pas être autre, en fait. Je sais pas. Il y a des gens qui ont essayé de me faire changer. Et qui m'ont dit, oui, il faut mettre de la distance, tu peux pas, t'es trop accessible, Samia. Les gens, ils t'écrivent, tu réponds à tout le monde, c'est pas normal. Attends, Samia, les gens, ils vont pas te donner de considération après, ils vont pas te respecter. Je sais pas. Tu sens que ça a changé ? Je sais pas faire. Écoute, je sais pas, parce que je sais que j'ai des collègues qui ont commencé après moi et qui ont réussi à faire leur place parce qu'ils ont pris de la distance, parce qu'ils ont mis des tarifs plus hauts, parce qu'ils se sont considérés. Mais c'est pas ça dont j'ai envie. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous les gens avec qui je travaille, qui veulent absolument me formater pour qu'on soit efficace et qu'on touche des sous. Et que non, c'est pas ça mon objectif. Du pain sec et de l'eau, ça me suffit. Laisse-moi juste faire ce que j'aime. Partager, échanger, rencontrer les gens. Tu vois, l'humain, pour moi, c'est ce qui prime. Après, oui, il faut des sous si on veut évoluer, si on veut faire des spectacles plus grands et jouer dans des plus grosses salles et toucher plus de monde, oui. Mais c'est pas au détriment de tes valeurs, de tes principes, de ce que tu es. Tu vois ? Tu parlais de l'humain. Et je sais que ce qui fait ce que tu es aussi et ce qui fait la personne que tu es tout simplement, c'est ton investissement dans l'humanitaire. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, toi et moi, parce que je sais que on travaille entre guillemets pour la même cause et pour la même association qui est Life ONG. Ouais. Et j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu travailles avec eux. Bah écoute, Life, en fait, moi, j'ai rencontré le fondateur il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque où c'était juste une toute petite association et que le gars, il me parlait de ses projets comme si il allait les faire. Tu vois, il était convaincu que ça allait fonctionner. Il me disait, voilà, je veux monter une ONG qui va intervenir dans une vingtaine de pays à travers le monde, même plus. Je voudrais forer des puits, construire des écoles, aider les familles nécessiteuses. Pourquoi pas apporter des formations pour que les gens s'en sortent par eux-mêmes et tout. Moi, je le regardais genre, oui, bien sûr, moi aussi, je vais devenir peut-être thune. Tout va aller bien pour moi. J'aurai 5 Lamborghini, j'aurai une baraque de malade à Miami. Tu sais, mais mec, arrête. Tu rêves, c'est trop gros. Et puis, 15 ans après, c'est le cas. Il a réussi à monter son ONG. Maintenant, il l'a transmis à d'autres qui la gèrent. Lui, il s'appelle Steve. Et maintenant, c'est d'autres personnes qui la gèrent. Et c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire à travers le monde. Et donc, ils m'ont proposé, il y a 8 ou 9 ans, de partir avec eux sur le terrain. Et j'ai dit, mais avec un immense plaisir. Donc, la première fois que je suis allée avec eux, c'était au Mali. Après, l'année d'après, on est allé au Liban, à la frontière syrienne. On est allé après la dernière frontière du Liban. Et juste avant la première frontière de la Syrie, là où les gens fuient le conflit, en fait, et ils ne peuvent pas entrer au Liban parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc, ils dorment sous des tentes, des familles entières. Et on allait distribuer des denrées alimentaires en période de Ramadan. Et donc, chaque voyage que j'ai fait avec eux, j'ai découvert les associations partenaires sur le terrain. En fait, Life récolte les fonds ici. Et ensuite, Life devient partenaire avec des associations sur le terrain qui existent depuis minimum 2 ans et dont ils ont vérifié les actions, etc. Et ensuite, ils créent des liens où les actions sur le terrain se font par ces associations-là, mais grâce au financement de Life. Et c'est génial parce que ces associations, elles connaissent bien les gens. Et donc, elles sont à même de savoir qui est dans le besoin réellement et ce qui leur manque. Et ce que j'aime, c'est le slogan. Le slogan, c'est voué à disparaître. Leur objectif, c'est d'aider les gens à s'en sortir par eux-mêmes et de ne pas toujours tendre la main. Donc, par exemple, quand je suis allée en Inde, j'ai été rencontrer une association partenaire qui forme les femmes à la couture, à la coiffure, à l'informatique, à tout ce qu'elles veulent pour pouvoir s'en sortir par elles-mêmes, pour avoir l'autonomie nécessaire. Et je trouve ça exceptionnel. En fait, dans tous les pays où je suis allée avec eux, j'ai rencontré des associations partenaires qui font un travail monstre. Et tout ça, c'est grâce au financement qu'ils arrivent à avoir de la part des donateurs ici. Et donc, quand on est venu me chercher, l'objectif, c'était mettre un peu de lumière sur leurs actions grâce à ma visibilité et de pousser les gens qui me suivent, qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans l'esprit de bienveillance, de partage, de générosité, d'aider les gens et de savoir où va l'argent réellement.
Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux C'est associations. exactement ça. Parce qu'on se dit, on ne sait sait plus à pas qui où va faire l'argent. confiance. Si c'est pour payer des locaux hors de prix, si c'est pour payer des hôtels de dingue, si c'est pour juste offrir des bons salaires aux personnes qui gèrent, non, quoi. Et je le comprends parfaitement. Bien sûr. Donc le fait de faire partie des membres de l'administration, le fait d'être là et d'avoir un regard sur les finances, de savoir où va l'argent et d'aller aussi sur le terrain et de montrer les actions, ben, ça rassure finalement les donateurs. Et je sais que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, je ne donne plus normalement aux associations. Mais comme je t'ai vu toi sur le terrain, j'ai confiance et je donne. » Et je dis « Waouh, j'espère être digne de ce gage de confiance. » Et donc, du coup, c'est un honneur pour moi que de continuer à aller avec eux tous les ans sur le terrain. Justement, ça fait, tu m'as dit, ça fait combien de temps que Ça doit faire 8-9 ans, 8 ans, 8 ans, 9 ans. Tu dois encore continuer longtemps? Tous les ans. Tous les ans. Tant que je suis en vie. Ouais. C'est génial. Franchement, continue parce que c'est une ONG qui est juste incroyable. Ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo, bien sûr, si vous souhaitez faire un don, parce que, ou bien si vous voulez, on peut participer de n'importe quelle autre manière. On peut être bénévole. Je sais qu'ils font des maraudes aussi ici. Pendant l'hiver, ils font des actions et ils ont souvent besoin de monde. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent mais comment on fait pour partir avec eux en mission. Je sais qu'on peut remplir un formulaire sur le site. Exactement. Et qu'après, c'est pas tout le temps et tout le monde qu'on emmène parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'assurance, etc. Moi, je fais partie des gens qu'on emmène parce qu'on sait qu'il va y avoir plus d'impact, parce qu'il va y avoir de la visibilité, parce qu'il y aura du monde qui sera touché, etc. Donc, quand j'y vais, mon objectif, c'est d'être le plus rentable que possible. J'essaie de faire le plus de stories et d'essayer de ramasser le plus de sous grâce aux cagnottes parce que je me dis, je veux que ce soit utile, que je sois là. Alors, sincèrement, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, que ce soit pour faire un don, pour devenir bénévole. Et puis, sincèrement, du profond, enfin, je pensais pas en parler. C'était pas mon but de parler de Light aujourd'hui, mais vu que tu travailles aussi avec eux, c'est une ONG qui est transparente. Si je devais donner un mot, si je devais la décrire avec un seul mot, ce serait transparente. Et c'est exactement pour ça qu'on aime Life. Donc, big up à Life. On va revenir un petit peu sur toi et sur un aspect un petit peu plus personnel. Je voulais savoir, on va revenir un petit peu aussi sur l'humour. Si tu devais décrire ton humour en 3 mots, ce serait lesquels? Bienveillance, générosité et partage. Ok. Pas de piquant? Oh, peut-être un peu. Pas un peu de... C'est peut-être un peu. D'épices, de har. Bon, on peut mettre à la place de partage, si tu veux. Donc, bienveillance, générosité et puis piquant. Est-ce que tu te vois dans, je sais pas, 5, 10 ans, ajouter un autre mot à ton vocabulaire? Un autre mot pour me définir ou un autre ou qu'est-ce que un autre mot pour définir ton humour? Est-ce que tu vois ton humour évoluer? Est-ce que tu vois tes spectacles évoluer dans un sens ou pas encore? Ou est-ce que tu te poses... T'as le droit, t'as le droit de me dire franchement je me pose pas du tout la question, je vis le jour au jour et... Non, je me pose pas la question et tout ce que je sais c'est que j'ai envie de faire ce que je fais jusqu'à mon dernier souffle. Parce que moi je sais qu'il y a des gens qui parlent de retraite et moi j'ai pas envie d'être à la retraite. Moi, je veux continuer à partager du bonheur et du rire jusqu'à mon dernier souffle. Mon exemple, c'est Popek, qui a presque 90 ans et qui continue à jouer. Et je trouve que c'est impressionnant, en fait. Je rêverais de pouvoir faire ça, continuer à raconter des histoires jusqu'à ce que je meure. C'est fort. Donc, tu te vois vraiment faire ça toute ta vie? Ouais. Parce que tu vis pour ça, en fait. Mais c'est ça. Bon, j'ai une phrase de dépressif, mais c'est le cas. Moi, je dis, je m'occupe du mieux que je peux en attendant la mort. Et pour moi, m'occuper du mieux que je peux, c'est ça. Quand je me lève le matin, mon objectif, c'est de faire sourire un maximum de personnes. Avec un compliment, avec une parole bienveillante, avec un service rendu. J'essaye d'être le plus agréable que possible et d'égayer la vie des gens qui me croisent. Je me dis, c'est ça mon objectif. Et si j'ai réussi à avoir des sourires dans la journée, pour moi, ma journée, elle est réussie. Tu vois? Et je fais tout le temps l'imbécile, même à la salle de sport et tout, je taquine les gens, machin. Des fois, ils sont un peu surpris parce qu'il y en a qui savent pas qui je suis ou qui connaissent pas mon métier, tu vois. Et donc, ils sont un peu genre, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et puis, à la fin, ils comprennent, tu vois, ils finissent par rigoler. Mais vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de faire le plus de sourires possible. Et si tu devais collaborer avec un artiste, ce serait lequel? Je sais pas, il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais je sais pas si tu le connais, il s'appelle Phil Darwin. Oui. Eh ben, lui, les premières scènes que j'ai faites, c'était grâce à lui. Et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un super gars.
Donc, ouais, j'aimerais collaborer avec lui. C'est une de tes inspirations aussi? Ouais. Ouais. Ok. Phil, je le trouve génial. Pareil, il parle du monde dans son spectacle. Donc voilà. Après, j'aime bien Gad Elmaleh, malgré tout ce qu'on peut en dire, tu vois. Et puis c'est tout. Là, sur l'instant, je vois pas, mais il y en a plein qui sont super. Alors, je vais te poser 2-3 petites questions un peu plus personnelles, dans le sens où j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus parce que j'ai compris quel genre de personne tu étais plus jeune. Mais est-ce que tu as le droit de pas me répondre? Ouais. Tu as totalement le J'ai droit de pas me répondre. t'inquiète pas. Tout va bien. Mais voilà, je préfère prévenir. Ici, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit à dire quoi que ce soit. C'est vraiment selon ton bon vouloir. Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose dans ta vie qui a eu un tournant dans ce que tu faisais? L'escroc qui s'est barré avec la caisse, Ouais. ça m'a un peu démoli sur l'instant. Mais ça m'a renforcée. Et tant mieux que ce soit arrivé au début. J'étais arrivée avec plein de rêves, avec beaucoup de naïveté. Et donc, j'avais apporté un concept et je savais comment toucher un certain public. Et j'ai réussi à remplir des salles très rapidement grâce au réseau que j'avais. Et pour moi, c'était injuste en fait que j'ai fait tout ce travail et que du jour au lendemain, ils se barrent avec les sous. C'était pas les sous. Le problème, c'était de tout jeter à la poubelle. C'était la trahison en fait. Ça m'a fait mal. Et chaque fois que je rencontrais un artiste et que je lui racontais ce qui s'était passé, je passais pour le Calimero, tu vois, qui vient se plaindre. Ouais, il est méchant, il a fait ça, il est parti. Et moi, j'avais confiance, et ouais, c'est moi qui suis allée le chercher. Et puis, on me regardait, genre... Et des gens à qui je suis allée me plaindre ont continué de travailler avec lui. Et ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, mais comment tu peux cautionner, en fait? Sauf que la roue tourne. Quand il m'a escroqué, en fait, j'explique, on avait commencé par des petites salles. On a fait d'abord un petit théâtre, le théâtre de la Reine Blanche, qui fait 193 places, complet. Après, on a fait le théâtre de la Main d'Or qui appartenait à Dieudonné. 250 places complet. Après, on a fait le théâtre Adiar qui s'appelle maintenant le théâtre de la Tour Eiffel. 385 places. On a fait 2 séances le même jour. Les 2 étaient complètes. Lui, il n'y croyait pas et moi, je lui ai dit t'inquiète pas, je gère. Et on a blindé les salles. On a refusé du monde. Okay. Après, on a fait le grand gymnase, 800 places complet. Et là, il est parti avec l'argent. Et ils avaient dit mec, il fallait attendre le Zénith. Pourquoi t'es parti au bout de 800 places? T'aurais pu avoir plus, Google. C'est totalement vrai. Oui, imbécile. Et donc, avec cet argent-là, il a fait un spectacle à La Cigale, et après, il a fait le Bataclan. Et après, il est parti à Lyon. Et il s'est associé avec d'autres personnes, et ils ont fait un spectacle là-bas. Et encore une fois, il s'est barré avec la caisse. Et quand il s'est barré avec la caisse, eux, ils l'ont affiché partout. Sur les réseaux, ils ont marqué. Partout, ils ont dit, on nous avait prévenus, on n'y a pas cru, tu t'es barré avec la caisse, tu ne pourras plus jamais monter sur scène et faire quoi que ce soit, parce que nous, on t'en empêchera. Et ils l'ont affiché publiquement. Là, les gens ont compris que j'étais pas une mytho. Okay. Et lui, il a dû s'expatrier. Je crois qu'il est parti à Dubaï. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Le gars, son nom a disparu de la surface de la Terre. Quand tu tapes son nom sur Internet, tu le trouves pas. Il n'y a que sur Copains d'avant, c'est tout. Son rêve, c'était de devenir humoriste. Il a disparu de la surface de la Terre. Et moi, aujourd'hui, j'ai joué dans 30 pays à travers le monde. Tu lui en veux à cette personne? Non, pas du tout. Pas du tout, je lui en veux pas parce qu'il est bête. Tu lui en as voulu? Sur l'instant, oui, la trahison. Mais maintenant... Bon, déjà, il faut savoir quelque chose. Quand quelqu'un me trahit ou quand quelqu'un me... Dans ma tête, c'est comme s'il était mort. Quand je parle de lui, j'ai envie de dire paix à son âme. Ouais. Tu vois. Si j'ai plus d'animosité, c'est genre... C'est toi qui as perdu, en fait. T'es parti, c'est toi qui as été bête. Mais au contraire, c'est une leçon. Et ça m'a servi. Parce qu'après, j'ai fait attention. Donc, tant mieux. Je sais que tu es mariée, du coup, comme tu nous l'expliquais. Tu partages ta vie avec un homme qui te comble. Comment est-ce qu'il vit ton métier à travers toi? Parce que tu m'as dit, du coup, il a l'habitude que tu te fasses aborder, il a l'habitude. Comment est-ce qu'il le vit, tout ça? C'est le premier fan. Et c'est le premier à m'encourager et à me pousser et à me dire qu'il est fier de moi. Et souvent, je revenais de voyage, je dis pardon, je ne suis pas une femme comme il faudrait, je ne fais pas le ménage, je ne fais pas les courses, je ne fais pas la bouffe. Je n'ai pas épousé une femme de ménage, j'ai épousé une femme. Il m'a dit, Samia, j'étais déjà autonome avant de t'épouser et je suis capable de me débrouiller toute seule. En fait, je n'ai pas besoin que tu sois là pour moi, t'inquiète pas. Si toi, tu es heureuse, moi, je suis heureux. Tout ce que je veux, c'est que toi, tu sois épanouie dans ce que tu fais. Et donc, il est fier. Des fois, il revient voir mon spectacle, il l'a vu 30 fois, je l'entends rigoler. Je dis, mais t'as encore rigolé? Il me dit, bah oui, c'est drôle. Ouais, donc, c'est vraiment ton premier fan, quoi. Ouais, mais il est plus drôle que moi. Et il dit que les 3/4 de ce que j'ai écrit, c'est inspiré de lui et que je lui dois des droits d'auteur. Et est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Il est plus drôle que moi et il est très inspirant.
Mais il veut pas monter sur scène avec moi. C'est quelqu'un de très discret. Il est tout le contraire de moi. Donc, il y a aucune photo de lui sur Internet. Les gens tapent Samia ou Rosemary Marie et tout le monde veut voir sa tête, mais il y a aucune photo de lui. C'est drôle. Il y a des photos de tous les hommes que j'ai croisés dans ma vie, sauf lui. Et en fait, souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu mets pas de photo de lui? J'ai dit, écoutez, je dis que le gars, il fait le ménage, les courses, la bouffe. En plus, il est beau gosse. Et vous croyez que je vais vous mettre des photos de lui alors que moi, je suis toujours en déplacement? Vous êtes malade, quoi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, il est très discret. Pour lui, c'est important qu'on sépare la vie publique de la vie privée. Et je pense qu'il a raison, tu vois. Et il a déjà pas été d'accord avec un sujet que tu as pu aborder? Oui, quand je parle de lui, il veut pas. Il a le droit, c'est légitime. Oui. Dans le 3e spectacle, j'avais fait un passage où je parlais de lui. Il m'a dit, non, Samia, on a dit, le prochain spectacle, c'est fini. Tu parles plus de moi, tu me laisses tranquille. Stop. Il y a d'autres choses dans la vie, il n'y a pas que moi. Je dis, ok, pardon. Et t'as respecté ça, du coup? Oui, j'étais obligée. Si je veux pas qu'il me quitte. Au moins, c'est clair. Ah non, j'ai arrêté. Et du coup, comment est-ce que ça va se passer là, pour les prochains mois pour toi? Comment est-ce que tu vois ton année là? Bah écoute, j'ai quelques dates en déplacement. En Suisse, à Lyon. Je dois aller jouer en Tunisie aussi pendant le Ramadan. En fait, il y a un truc que j'aimerais faire, mais je ne l'ai pas encore mis en place. Je voudrais organiser des voyages et faire découvrir Djerba. Genre emmener un groupe de filles, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de personnes, et leur faire découvrir mon Djerba à moi. C'est-à-dire les emmener dans tous les endroits où on ne les aurait jamais emmenées si elles étaient venues en mode touriste, tu vois. Et puis en même temps, mettre en place des petites activités. Peut-être une cuisinière qui viendrait nous donner un cours de cuisine typiquement djerbienne, tu vois. Ensuite, aller découvrir l'intérieur des terres avec un guide, mais qui serait pas un guide touristique comme on a l'habitude, mais quelqu'un qui est passionné de l'île, tu vois, et qui connaît toute l'histoire. Tout ça, en fait, j'aimerais. Et donc, je sais pas, je verrai, peut-être sur du long terme. Mon rêve ultime, je viens d'hériter de terrain qui appartenait à mes parents, paix à leur âme, et j'aimerais construire une maison d'artistes qui resterait après moi. Comme j'ai pas d'enfant, tu vois, je me dis, je veux laisser quelque chose sur mon île et je voudrais laisser une petite trace. Et donc, un lieu où les artistes viendraient écrire, viendraient trouver le repos, le recueillement, pourraient faire de la sculpture, de la peinture, je sais pas, mais un endroit où on pourrait justement créer, tu vois, loin de tout. Parce que j'ai un terrain qui se trouve au milieu de l'île. Et juste à côté, il n'y a qu'une grande mosquée avec la blancheur éclatante des murs à la chaux et le bleu du ciel. Et il n'y a rien. C'est le calme absolu, t'entends que les grillons. C'est génial. Sache que si tu mets ça en place, je serai la première à m'inscrire. Okay. Vraiment, sincèrement, j'aime trop Djerba, donc franchement, Welcome. Je pense que je serai la première à m'inscrire. Mais c'est génial. Ce serait génial, je te souhaite de mettre ce projet en place. Franchement, merci. C'est juste Moi, je suis passionnée par mon île, en fait. Je trouve qu'elle est sous-cotée. Il y a tellement de choses belles à découvrir. Et en fait, j'aimerais que les gens viennent. Parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, je suis allée à Djerba, il n'y a rien à faire à part la plage. Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. C'est pas parce que tu n'as pas vu qu'il n'y a pas. Bien sûr. Moi, je sais tout ce qu'il y a à voir et je connais les trésors qu'il y a sûr. là-bas. Et donc, j'aimerais faire découvrir. Après la Révolution, après les attentats, les gens avaient du mal à venir en Tunisie. Et moi, je voulais soutenir le tourisme comme je pouvais. Donc, j'ai organisé un festival du rire qui a bien marché. Mais après, c'était compliqué d'avoir les financements les années d'après. Et puis, j'ai organisé un voyage où j'ai fait découvrir le sud tunisien aux gens à ma manière. Et j'ai amené 30 personnes. J'avais une copine qui avait une agence de voyage à l'époque, qui s'appelait Djerba Autrement. Et en fait, elle avait mis en place tout un tas d'activités. Et donc, je les ai emmenés, je leur ai fait visiter le musée des arts et des traditions, je leur racontais les traditions de chez nous, à ma manière, tu vois, comment se passaient les mariages. Tu vois, il y a des poupées de cire qui racontent l'histoire de Djerba et dans ce musée. Et donc, chaque scène, j'expliquais en fait de quoi il s'agit, mais avec mes mots. Et du coup, les gens étaient morts de rire, tu vois. Et c'était chouette, en fait. Pour moi, c'était un super moment. Et j'aime partager. En fait, il y a un truc très bizarre avec mon île, c'est que quand quelqu'un part à Djerba et qu'il revient et qu'il n'a pas aimé, c'est comme s'il insultait ma famille, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je me sens comme une ambassadrice de chez moi. Et je me dis, waouh, je te connais pas. Viens avec moi, je vais te montrer. Et donc, plein de fois, j'ai rencontré des gens dans l'avion pendant que j'allais à Djerba qui me disaient, ah ouais, on va à l'hôtel, on sait pas trop. Prends mon numéro, contacte-moi. Tu veux des trucs, je t'emmènerai. Tu veux que machin, je te fais découvrir. Et je me retrouve à faire guide touristique. Je te jure, alors que c'est pas mon travail, tu vois, c'est bizarre. On devrait te payer pour ça, hein, tu sais. Mais même pas, tu vois. Et j'ai rien demandé. Et donc, je me suis retrouvée à faire visiter des gens, alors que c'est pas mon travail. Mais parce que je voulais pas qu'ils repartent avec un. Ouais, non, il y a rien. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Surtout que toi, enfin, c'est là, c'est ta terre, quoi.
dis, mais on peut pas ne Parce pas que aimer j'ai ma terre. nif comme les Mais bien Algériens, tu sûr. vois pas. Tu peux pas dire ça sur Djerba. C'est pas parce que tu connais pas qu'il y a pas. Donc viens avec moi et je te fais découvrir. Et du coup, genre, je me rappelle les 2 dernières, c'est des Haïtiennes que j'ai rencontrées dans l'avion. Et elles connaissaient rien et tout. Et je les ai embarquées et je leur ai dit, ouais, sinon vous pouvez aller dans le désert. Ah, mais on a personne pour nous emmener. Ah, allez, c'est bon, les filles, j'ai loué une voiture, je vous emmène. Et donc, du coup, je les ai embarquées et je les ai emmenées jusqu'au port du désert. J'avais un cousin. Incroyable. Ouais, j'ai un cousin qui est guide et qui du coup, nous a fait découvrir, etc. Et puis, Ça te tient autant à cœur, quoi. oui. Ah oui, d'accord. Je veux bien l'amour du pays, mais quand même. Non, mais franchement, c'est tout à ton honneur. C'est bizarre, incroyable. c'est maladif. Hein. Non, mais en soi, on peut trouver ça bizarre, mais c'est beau. C'est beau, franchement, faire ça pour sa terre, qui peut dire quoi que ce soit là-dessus. C'est beau. En plus, si toi, tu prends du plaisir, on peut ça le faire. Moi, j'adore ça. Et puis, tu verras, il y a un truc qui est rigolo, c'est que Djerba a accueilli le sommet de la francophonie il y a 2 ans. Et moi, j'y ai joué. Et du coup, ils ont mis à l'aéroport de Djerba les affiches de la programmation du festival. Et il y a ma tête parmi les photos. Et donc, quand tu arrives à Djerba et que tu fais la file pour aller tamponner ton bagage, il y a une photo de moi où je suis comme ça, genre comme welcome, tu vois. Et donc, chaque personne qui arrive et qui me connaît m'envoie un snap en disant oh, regarde Samia. Et ça fait 2 ans qu'il est là, je sais. Consécration quand même. Hein. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Et je sais qu'ils vont jamais l'enlever. Ils sont tellement fiers d'avoir accueilli la francophonie qu'ils vont jamais le retirer. Donc, du coup, là, pour toutes les prochaines années, je sais qu'il y aura toujours ma tête à l'aéroport qui accueille les gens. Je voulais aborder rapidement un sujet parce qu'on n'en a pas parlé. Je sais que tu es une femme du coup mariée et je voulais parler des enfants. Ouais. Je sais que tu n'en as pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, dans le 2e spectacle, qui s'appelle Je suis une bouffonne, je raconte le parcours de la procréation médicalement assistée et toutes les galères qu'on a pu rencontrer. Et en fait, ça a été très compliqué parce que déjà, la pression sociale, les gens qui te fatiguent, tout le monde qui te pose la question, les mamans, dès que tu vas chez elles, au début du mariage, qui touchent ton ventre en disant il y a quelque chose là-dedans, tu dis non, il n'y a que du gras, laisse-moi tranquille, arrête. Et les gens sont très indélicats, en fait, ils ne se rendent pas compte. Et ils sont très intrusifs. Mais tu as fait des examens, mais c'est toi ou c'est lui qui peut pas. Mais les questions de l'horreur. Moi, je les appelle comme ça, les questions de l'horreur. Tu as envie de dire, tu veux pas que je te dise aussi combien de fois par semaine on fait des câlins pour que tu sois au courant de tout et à quelle heure et combien de temps ça dure. De quoi je me mêle, en fait. C'est hyper indélicat et indécent. Et donc, pour moi, c'était important d'en parler, et surtout le parcours de la procréation médicalement assistée et toutes les maltraitances, entre guillemets, obstétricales qu'il y a pu y avoir sur le chemin. Je dénonce un peu tout ça. Et ça fait du bien à toutes les femmes qui ont traversé ça, et ça les fait rire de quelque chose qui, normalement, les faisait pleurer. Et en même temps, ça permet d'expliquer à celles qui n'ont pas de difficultés ce que vivent les autres, et de les pousser à avoir peut-être un peu plus de pudeur et un peu plus de retenue face à ces femmes-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu en parles dans ton dernier spectacle ? Dans le 2e, oui. Dans le 3e, non. Dans le 3e, tu n'en parles pas du tout ? Dans le 3e, j'en parle pas. J'en ai déjà assez parlé dans le 2e. Est-ce que ça a été une sorte de thérapie pour toi aussi d'en parler dans le Oui, ça m'a fait du bien. Tu vois, par exemple, il y a une sage-femme, au moment où je suis allée faire une insémination artificielle, à qui je pose la question, je dis excusez-moi, mais est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que ça fait 15 ans qu'on est mariés, et puis le médecin n'a pas su nous dire. Elle dit écoutez, j'en sais absolument rien, mais la surcharge pondérale, il est forcément pour quelque chose. J'ai dit pardon ? Elle dit oui, le poids, il est forcément pour quelque chose. Je dis pardon, madame, ça fait 20 ans que je suis mariée. Je dirais, au début, j'étais pas comme ça, et pourtant, je suis pas tombée enceinte. Écoutez, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, madame, va falloir perdre du poids, parce que même si vous tombez enceinte, il y a de forts risques de fausse couche. Comment te dire, madame, que je suis sous dosage hormonal et qu'il est fort possible qu'un soir, dans un coin de rue sombre, quelqu'un t'attende avec une cagoule et une batte de baseball ? Mais tout ça, c'était dans ma tête. Et bien, c'est ce que je raconte sur scène. Et je dis, tout ça, c'était dans ma tête, parce qu'en vérité, je suis une bouffonne, j'ai rien dit, tu vois. Je dis, mais je l'ai gardé pour moi, ça m'a bouffé. Et puis, quelques temps plus tard, quand je suis retournée à l'hôpital, la commère de l'accueil, elle est allée lui répéter à la sage-femme que je m'étais plainte de son comportement. Du coup, quand j'arrive, elle me dit, alors comme ça, il paraît que vous ne m'aimez pas. Je dis, non, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je vous trouve très indélicate. Elle dit, pourquoi ? Pour l'histoire de votre poids, je suis désolée, c'est la vérité. Je dis, madame, le problème, c'est pas le fond, c'est la forme. Il y a des façons de dire les choses. Sûr. Vous savez que nous, on est déjà en souffrance. Est-ce que c'est une raison pour en rajouter ? Elle dit, écoutez, madame, ce que je vous ai dit, si c'est la vérité, vous voulez bien le prendre, vous le prenez bien, vous voulez pas. Je dis, madame, c'est trop tard, vous êtes déjà dans mon sketch. Et là, elle s'est décomposée, elle dit, pardon ? Je dis, vous savez que je suis humoriste ? Eh bien, vous êtes déjà dans mon sketch. Elle est allée demander à toutes les sages-femmes de quoi je parlais, personne ne savait, je l'avais même pas encore joué. Mais tu vois, c'était ma vengeance. Parce que sur l'instant, j'ai rien pu dire. Parce que mon éducation fait que j'avale. Et comment tu le vis maintenant ? Maintenant, ça va mieux. Maintenant, en fait, je suis un peu dans le lâcher-prise. Tant que la machine fonctionne, je ne perds pas espoir qu'un jour, ça marche tout seul. Chouette. Merci. Mais au-delà de ça,
je suis très reconnaissante déjà pour ce que j'ai la chance de vivre. En fait, pendant longtemps, j'ai pleuré parce que j'avais pas d'enfant. Et mon chéri, il a eu des gros problèmes de santé. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends. Tu pleurais pour être mariée avec lui. Quand tu t'es mariée avec lui, tu pleurais pour avoir un bébé. Et maintenant, tu te rends compte qu'il a failli mourir. Mais en réalité, profite de l'instant présent. Tu as la chance d'avoir l'homme dont tu as toujours rêvé. Et les parents ont fini par accepter. Ça fait 20 ans que tu es avec quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi tu pleures parce que tu veux plus? Donc, tu es reconnaissante, en fait. Exactement. Juste qu'il reste en vie, c'est tout ce que je demande. C'est génial, franchement, c'est génial. C'est exactement pour ça que je t'adore. On va finir sur une petite chose que j'aime bien faire dans mon émission à chaque fois. Je vais te demander de regarder la caméra qui est en face de toi. Et je vais te demander d'imaginer la Samia d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, le moment où tu veux t'imaginer. Et j'aimerais que tu lui adresses un message. Si tu devais lui dire quelque chose, adresser un message à cette personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Arrête de te poser trop de questions. Crois en toi. Tu finiras par avoir tout ce que tu veux. Sois juste patiente. Et toutes les galères que tu rencontreras sur ton chemin, elles te rendront plus forte. Voilà. Simple, efficace. Il en faut peu pour tout dire finalement. Je te remercie beaucoup, Samia. Merci à toi. C'était un échange juste incroyable. Plaisir partagé. Je pourrais parler avec toi pendant des heures et des heures et des heures encore. Et moi, je peux parler pendant 1000 ans, là, sans m'arrêter. Je suis une femme et je suis tunisienne. Tu vois, Energizer, on finit pas. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés parce que le bled, j'aime autant le bled que toi, mais ça, on en parlera une autre fois en tête à tête. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, j'espère que tu continueras à faire ce que tu fais aussi longtemps que tu vivras. Merci. Et tu es faite pour ça, n'en doute jamais. Encore une fois, tu es juste exceptionnelle. Et je pense que les gens te le rendent parce qu'ils savent que tu es exceptionnelle. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci J'espère beaucoup. que tu as passé un bon moment. Super, magnifique. C'est là-dessus qu'on va vous quitter. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je sais pas, qu'est-ce qu'on leur souhaite? D'être heureux. Voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Voix 2.